M. Patrick Hachi, il y avait M. Aoussou Jano, qui est aujourd'hui président du Sénat. Tous ces gens-là étaient dans ce gouvernement post-forum de réconciliation, et c'est ce gouvernement que M. Soro a dit attaquer en septembre 2002 parce que c'était un gouvernement de fascistes. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve ses esprits, que les gens se comprennent et que la réconciliation se fasse dans les actes. M. Gbagbo peut prendre un avion, rentrer à Abidjan, aller s'asseoir dans sa maison, rencontrer le président Ouattara. Et je voulais simplement en terminer là-dessus. J'ai dit au moment de la libération de Gbagbo que le président Ouattara avait une chance historique de rester dans le cœur des Ivoiriens, ce qui est loin d'être le cas. Si, après l'avoir envoyé à La Haye dans l'avion de la Côte d'Ivoire, ces mêmes avions allaient le chercher à Bruxelles, le ramener à Abidjan, que Alassane Ouattara lui-même l'accueille à l'aéroport, l'emmène avec lui au palais avec Bédier pour faire un premier acte de réconciliation et montrer aux Ivoiriens qui donnait le point de départ, le lancement de la vraie réconciliation dans les actes au lieu de rester dans les paroles. Si le président Ouattara avait fait ça, chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branchés sur le 3xAfrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Aimé Mouketchou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xAfrique2050.com. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur les pages Facebook du docteur Jean-Aimé Mouketchou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Alors, du côté du Paris, docteur Jean-Aimé Mouketchou, vous avez le droit. Bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Afrique 2050. Nous émettons depuis les États-Unis. Nous avons comme invité exceptionnel M. Bernard Oulin, qui est en direct depuis la région parisienne. Je reçois donc ce dimanche 9 mai 2020 en compagnie de Jacques Roger qui est en ligne depuis les États-Unis en exclusivité sur Afrique 2050, M. Bernard Oulin qui est conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Bonjour M. Oulin. bonjour, docteur Mouketchou, bonjour, monsieur Roger. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de vous demander comment vous allez. Oh, je vais bien, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il faut qu'on avance, prendre le pouls de l'Afrique et de la situation de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, qui va beaucoup moins bien que moi, je crois. D'accord. Et comment va le président Laurent Gbagbo? A-t-il le moral? Comment vit-il cette crise
sanitaire à l'échelle du monde? Et comment vit-il plus précisément cette crise sanitaire loin de son pays? Déjà, au-delà de la crise sanitaire, il y a eu une crise importante en Côte d'Ivoire il y a plus de 10 ans maintenant. Enfin, la terminaison de la première partie de la crise en avril 2011, pour le président Gbagbo, donc ça fait 10 ans, quasiment plus de 10 ans et un mois qu'il se bat de façon extrêmement forte pour retrouver tous ses droits, retrouver son honneur, parce que l'acquittement de la Cour pénale, c'est Gbagbo a été lavé de tout soupçon et son honneur lui a été rendu, ce qui pour lui était l'essentiel. Maintenant, il y a des aléas de la vie. Actuellement, la planète vit cette pandémie de Covid, mais qui ne doit pas nous empêcher de penser aux choses importantes, urgentes en Côte d'Ivoire, où il y a des difficultés pour lesquelles le Covid n'est qu'un petit prétexte et sur lesquelles il faut rapidement qu'on se mette d'accord. Bien. Merci, Monsieur Bernard Oudin, pour cette première réponse. Alors, je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs qu'aujourd'hui, nous recevons donc Monsieur Bernard Oudin, qui est conseiller spécial de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo. Nous allons faire cette interview sur le sujet suivant: élections, guerre, paix et impossible réconciliation dans l'espace francophone en Afrique. Nous allons prendre le cas de la Côte d'Ivoire, donc son pays d'origine. Cette problématique, nous l'avons déjà explorée plusieurs fois sur nos antennes. Nous avons reçu des universitaires franco-africains, des universitaires américano-africains aussi, qui ont donné leur point de vue sur cette problématique. Alors, nous allons rapidement présenter notre invité, que beaucoup connaissent déjà en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. Alors, donc, nous allons parler des élections, de la guerre, de la paix, de l'impossible réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Bernard Oudin, vous êtes donc franco-ivoirien, conseiller spécial de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, je pense, pendant 10 ans, c'est ça? 10 ans, oui. 10 ans, voilà. Il a été donc la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Je voudrais aussi rapidement restituer à nos auditeurs, pour qu'ils vous connaissent davantage, votre parcours scolaire et universitaire. Vous êtes né donc en France, vous êtes un homme politique franco-ivoirien, vous êtes arrivé très jeune en Côte d'Ivoire, et le jour de vous êtes arrivé en fait en Côte d'Ivoire le jour de votre anniversaire, c'est ça, non? Votre premier anniversaire? Premier anniversaire. Voilà, avec votre père qui était entrepreneur, voilà. Donc, vous avez fait vos études primaires à l'école primaire de la Régie Abidjan, Niger. Quant à vos études secondaires, vous les avez donc passées au lycée classique d'Abidjan en Côte d'Ivoire et au lycée Carnot à Paris en France. Pour information, je voulais aussi signaler qu'au lycée classique, vous avez suivi des études de qualité dans ce lycée, d'après les recherches que j'ai trouvées. Et ensuite, vous êtes diplômé de la prestigieuse université ou du prestigieux établissement public qu'on appelle donc l'Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po. En 1975, M. Bernard Oudin, vous avez décidé d'arrêter de faire la politique. Voilà, vous avez décidé d'arrêter de faire la politique et vous êtes retourné en Côte d'Ivoire, votre pays donc d'adoption, pour effectuer votre service national au titre de la coopération à la Caisse autonome des amortissements, une structure donc d'État, une structure publique, puis vous êtes devenu donc conseiller. Alors, vous avez rencontré l'ancien président ivoirien, M. Henri Konan Bédié, qui était ministre de l'économie à cette époque et des finances. Vous avez été aussi conseiller de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, puis comme je l'ai signalé au début de cette émission. Et je voulais aussi signaler à nos auditeurs que vous êtes aussi écrivain, puisque vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont, je cite 2 exemples, Gbagbo, un homme, un destin, ouvrage paru en décembre 2018, que j'ai lu avec beaucoup d'attention. J'ai aussi lu cet ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, les Ouattara, une imposture ivoirienne.
publié en septembre 2015. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, M. Bernard Houdin, est-ce que cette présentation vous convient-elle? Oui, vous avez un petit peu résumé ce que j'ai fait et le pourquoi du comment de ma présence en Côte d'Ivoire et de mon attachement, parce qu'il ne faut pas oublier que mon origine est française et que je ne peux pas nier que j'ai un attachement à la France aussi, mais cet attachement a été violemment secoué par tout ce que la politique française et certains hommes politiques français ont fait, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique qui était auparavant l'Afrique occidentale ou équatoriale française, qui est devenue indépendante après 1960. Et moi, j'ai toujours prospéré dans une relation franco-ivoirienne ou franco-africaine, de relations. On est en relation avec M. Roger aux États-Unis, je vais employer une expression américaine, dans le win-win. Et là, on est toujours dans la posture où, comme dirait le président Gbagbo, c'est toujours le même cavalier et c'est toujours la même monture. Et c'est quelque chose qui n'est pas très admissible pour ceux qui sont attachés à l'évolution harmonieuse des pays comme la Côte d'Ivoire et la France, qui ont beaucoup en commun. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont non seulement francophiles ou francophones, puisque c'est la langue nationale du pays, mais qui sont aussi, dans l'autre sens, des nationaux ivoiro-français, et pour lesquels, je pense, pour en parler avec eux, nous avons tous la même tristesse au fond de nous-mêmes de voir comment la France néocoloniale, la France-Afrique, les intérêts économiques, certains intérêts politiques jouent en défaveur des populations africaines, en défaveur de leur développement. Un seul exemple, vous disiez que j'étais à la Caisse autonome pendant mon service national, mais la Côte d'Ivoire à cette époque-là, c'était un vrai pays émergent, je parle de 1975, c'est-à-dire que ça fait 46 ans. Et aujourd'hui, on nous parle d'émergence en Côte d'Ivoire en 2021-2022, et on en parlait en 1975. Et en 1960, au moment des indépendances, le niveau économique de la Côte d'Ivoire était le niveau économique de la Corée du Sud. Je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui. La Corée du Sud est dans les 20 pays de l'OCDE. La Côte d'Ivoire est 175e à l'indice de développement humain. C'est hallucinant. Vous nous apprenez beaucoup de choses. Alors, M. Bernard Houdin, comment justement un homme politique franco-ivoirien, donc franco-africain comme vous, conciliez-vous votre engagement dans le combat social, hein, parce que vous ne faites pas seulement le combat politique, donc dans le combat social et dans le combat politique en France, et votre désir de voir votre deuxième pays, donc la Côte d'Ivoire, connaître un changement véritable? Mais écoutez, vous me dites que je suis un homme politique, moi je me considère comme je le suis, conseiller de Laurent Gbagbo. Et si je le suis devenu, c'est au terme d'un processus vous avez cité mon livre tout à l'heure, que j'explique dans mon livre, et dans lequel je dis, rien dans mon parcours historique, humain, politique, économique, me faisait penser qu'un jour je croiserais le président Gbagbo pour arriver à cette relation-là qu'on a depuis plus de 13 ans. Mon engagement auprès du président Gbagbo, c'est parce que j'ai découvert, c'est cet homme-là, pas simplement un homme politique, mais un homme d'État dont le projet est le développement de son pays en respectant les règles, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui forment un pays, à commencer par la Constitution, et qui ne cherche que l'intérêt général. Laurent Gbagbo n'a jamais cherché son intérêt particulier à aucun moment de sa vie politique, qu'il ait été en exil, en prison, au pouvoir, ou retourné en prison comme ces dernières années à la CPI. Et pendant que je le visitais à la CPI, je ne venais pas voir un prisonnier, je venais voir un homme d'État qui préparait le futur, puisque lui et moi, on a toujours pensé qu'il sortirait de cette prison, son honneur lavé. On ne s'était pas trompé parce que nous avions la conviction profonde que le président n'avait pas fait ce que la Cour pénale voulait lui faire supporter et que donc il serait libéré, c'était évident, mais en même temps, il se projetait dans l'avenir et il m'avait d'ailleurs dit un jour,
quand la Côte d'Ivoire aura réglé son problème politique dans les années qui viennent, la Côte d'Ivoire sera tranquille pour les 50 ans à venir. D'accord. Donc, voilà disons le canevas qui fait que l'engagement est plus un engagement derrière un homme d'État pour faire passer des lois qui font favoriser sur le plan économique et social, parce que faire des lois économiques pour le développement du pays, c'est une chose, et si ces lois ne respectent pas la population, ce ne sont pas des bonnes lois. Quand on dit que M. Ouattara a développé la Côte d'Ivoire ces dernières années avec des routes, des ponts, etc., éventuellement des barrages, on pourra reparler de ces barrages, puisqu'il y a une crise de pouvoir électrique en Côte d'Ivoire actuellement qui est dramatique. Le problème, c'est qu'il faut que la population bénéficie, voit les résultats de cette politique d'émergence. Et ces 10 dernières années, elle n'a rien vu venir. D'accord. Bien. Merci. Alors, d'un point de vue toujours politique, on peut ajouter aussi le point de vue intellectuel. D'après vous, M. Bernard Boudin, quelle est exactement la mission, je dis bien la mission de la génération consciente ivoirienne? Et que pensez-vous, M. Bernard Boudin, de ces universitaires qui disent que cette mission est de permettre la sortie de la lumière d'un pays, d'un continent enfermé dans l'obscurantisme? On parle de la chambre, si vous voulez donc, des mauvais secrets. Je ne sais pas comment vous le dites dans plusieurs ethnies de Côte d'Ivoire. Chez, par exemple, les abeilles, je ne sais pas si j'ai bien prononcé cette ethnie, c'est-à-dire que ce groupe, membre du grand groupe Akan, voilà, Akan. On parle, je cite, vous allez m'excuser vraiment de la prononciation, de Evi Onu Oruguvi. Monsieur Bernard Roudin. Je ne suis pas un spécialiste de la langue abeille, mais je pense que certains de mes amis abeilles, je le sais, regardent cette émission soit en podcast, soit en direct. C'est eux qui pourront vous donner une bonne ou une mauvaise note. Je ne suis pas qualifié pour le faire. Mais vous parlez quelle langue? Non, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc j'ai grandi à l'école, et dans tous les pays du monde, les enfants qui vont dans des écoles apprennent des bribes de certains langages qu'on appelait vernaculaires à l'époque. Et il est évident que je comprends certains mots dans certains dialectes, mais ça ne peut pas créer une conversation. D'accord. Mais pour revenir à ce que vous appelez la génération consciente, les générations à venir, on parle souvent de dire les Gbagbo, Ouattara, Bédié sont vieux, il faut passer le flambeau aux jeunes. Mais la politique ne se résume pas à un calcul de pyramide des âges. La politique doit être faite par les gens qui ont conscience de l'activité pour laquelle ils doivent travailler. Le président Gbagbo, je ne me suis jamais posé la question de son âge. Et je connais beaucoup d'hommes politiques ivoiriens, beaucoup plus jeunes que le président Gbagbo, mais qui sont beaucoup plus vieux que lui dans leur tête. Le problème n'est pas le problème de l'âge, le problème est de la capacité intellectuelle et de la volonté de faire participer le pays dans son ensemble, du nord au sud en Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, et quelles que soient les origines ethniques. On va encore utiliser ce mot d'ethnie qui me dérange un peu. Mais, prenez en France, vous avez des Corses, des Bretons, des Alsaciens, des Basques, des Normands. Et comme aurait dit le chanteur Maurice Chevalier à l'époque, tout ça fait d'excellents Français. Et en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui viennent de différentes régions et qui se mélangent. Et d'ailleurs, c'est une des chances de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup de relations entre les différentes régions de Côte d'Ivoire, des mariages de gens qui viennent d'horizons différents, de cultures religieuses différentes, et qui font que les Ivoiriens sont un véritable melting pot en Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une capacité d'absorber les étrangers. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est aussi le problème des étrangers. Moi, j'étais un étranger. Je me suis adapté à la Côte d'Ivoire. J'en respecte les règles à tout point de vue. Il y a l'essentiel des Africains qui vivent en Côte d'Ivoire en respectent les règles. Malheureusement, ces dernières années, certains se sont servis de gens venant d'autres horizons
pour en faire ce qu'on disait à l'époque de Houphouët-Boigny, soit un bétail électoral, soit des groupes de pression violents, dont on a vu ce qui s'est passé à partir de 2002, après le coup d'État contre le président, et qui s'est terminé par la prise de la résidence du président avec l'aide et surtout la capacité de l'armée française au premier rang. Bien, bien. Merci. On va essayer d'avancer puisque nous sommes pris par le temps. Alors, Monsieur Bernard Audin, rapidement, je vais vous demander votre avis sur une actualité africaine. Hein. Comme vous le savez, depuis son indépendance, le Tchad est dans la guerre. La mort du président Idriss Déby de poser cette question. Est-ce que cette mort va-t-elle rompre le cycle de violence qui caractérise ce pays? Ouais, je dirais que le Tchad a, pour son malheur, un défaut terrible. C'est que si vous regardez une carte de l'Afrique et une carte des anciennes colonies françaises, le Tchad, c'est, entre guillemets, un porte-avions dans le désert pour la France. C'est son point focal, son lieu géométrique qu'elle ne peut pas lâcher sous quelque forme que ce soit dans ce monde, dans ce continent africain. Et autant, par exemple, le Congo ou d'autres pays d'Afrique ont des richesses naturelles qui provoquent des drames dans leur pays, parce que le problème du Congo, c'est le pillage de ces richesses, dont certains sont des produits extrêmement rares, comme le coltan et d'autres. Et le Tchad, c'est sa situation géographique. Ce n'est pas un problème de pétrole, ce n'est pas un problème d'ethnie, ce n'est pas un problème de choix politique de X ou de Y. La France s'est adaptée depuis 1960 à toutes les formes de pouvoir à N'Djamena. Je suis rentré dans les détails, même par exemple le feu maréchal Idriss Déby a été bien vu par la France, mal vu, re-bien vu, re-mal vu, sauvé plusieurs fois. Et là, il est disparu dans des conditions que je n'aurais pas évoquées parce que oui, justement, c'est ni le lieu ni l'heure, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tchad est toujours. Je pense que quelle que soit la solution politique qu'on offrira aux Tchadiens, tant que la France considérera qu'elle a cette zone absolument incontournable qui est de tenir ce point de fixation au milieu du désert africain, le Tchad sera toujours victime de cette situation géostratégique. Oui, par rapport à cette situation géostratégique que vous êtes en train d'évoquer, parlons un peu de la situation géopolitique hein, avec l'adoubement de la transition militaire par la France politique qui a fait voler en éclats le dogme, vous me permettez l'expression, de l'Union africaine contre l'arrivée au pouvoir par un coup d'État. Alors, M. Bernard Audin, en tant qu'homme politique franco-africain, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Pour vous dire, vous avez parlé de coup d'État. On parle de coup d'État au Tchad. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je peux parler d'un coup d'État. Je connais mieux. C'est le coup d'État du 11 avril 2011, où la France a commis un coup d'État militaire pour installer M. Ouattara dans les conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Et je me rappelle d'une chose, c'est que le 28 février 2013, le président Gbagbo prenant la parole au moment de la chambre préliminaire à la CPI, en réponse à la procureure Bensouda qui lui disait « c'est pas ici qu'on réglera le problème, on n'est pas là pour parler de l'élection ivoirienne », le président Gbagbo avait dit « mais je suis un peu étonné que vous disiez ça parce que c'est la situation de l'élection de 2011, de 2010 et de la crise post-électorale qui s'est terminée en 2011 qui fait que je suis ici à La Haye. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qui a gagné ces élections, parce que c'est celui qui les a perdues qui a créé les troubles. Aujourd'hui, Gbagbo est acquitté totalement à La Haye, donc on ne peut pas considérer que c'est lui qui a créé les troubles. Donc si celui qui a créé les troubles a créé la situation de la Côte d'Ivoire, c'est bien Ouattara. Alors ça, il faut que les historiens s'en emparent et qu'on règle ce problème pour les générations futures. Là, on peut parler de génération qui doit apprendre l'histoire de son pays. Aujourd'hui, les choses évoluent. Le président Gbagbo est totalement acquitté. Le président Gbagbo va rentrer dans un délai court. Et le leitmotiv et le mantra du président Gbagbo, c'est « asseyons-nous
et discutons. Et aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est d'asseoir et de discuter de la réconciliation nationale. On reviendra sur cette réconciliation. Je pense qu'il faut aller rapidement sur ça, parce que là, on a plus à développer que le problème du Tchad. On reviendra rapidement, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette situation, cette question que je vous ai posée sur l'adoubement, puisque vous parlez de coup d'État. Les coups d'État sont proscrits par l'Union africaine. Rapidement, en 30 secondes, quel est votre point de vue? Mon point de vue, si les coups d'État sont proscrits par l'Union. Pas de mesure, il y a des coups d'État qui sont acceptés, les autres qui ne sont pas acceptés. Là, il y a un coup d'État qui a été accepté au Tchad, il y a un coup d'État que la France a provoqué en 2011 en Côte d'Ivoire, il y a une forme de coup d'État juridique en octobre 2020 quand M. Ouattara, de façon totalement dirimante du droit, fait un troisième mandat. Ça, c'est une forme de coup d'État, parce que le coup d'État, ce n'est pas nécessairement d'envoyer 50 gars tirer dans le palais présidentiel et de faire une déclaration à la télévision, c'est de changer les règles du jeu de façon non démocratique. Et malheureusement, l'Afrique, il y a des pays, je pourrais vous citer, ils ont eu autant de coups d'État que d'années de vie. Très bien. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet, hein, comme vous l'avez annoncé. Nous allons parler des élections, de la guerre, de la paix et de l'impossible réconciliation. Vous allez me dire, est-ce que je me trompe, hein, en Afrique francophone? Nous allons prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, chers auditrices et auditeurs, à propos du cycle élection, guerre, paix et impossible réconciliation en Afrique francophone subsaharienne, on peut dire que la situation sociopolitique en Afrique francophone semble être paralysée. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire le contraire. L'organisation des conférences nationales qui ont eu lieu dans cet espace mondial entre 1990 et 1991 a eu pour conséquence majeure le retour du multipartisme qui n'a guère changé la situation politique dans ces pays donc francophones. Alors, le 28 juillet 2015, M. Bernard Arnault, vous avez suivi la réaction de l'ancien président états-unien à l'Union africaine, Addis Abeba en Éthiopie, qui disait ici que personne ne devrait être président à vie. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Cette déclaration n'a eu jusqu'à ce jour aucun effet dans l'espace francophone donc de l'Afrique subsaharienne. Alors, la première question que je voudrais vous poser, hein, sous forme de propos introductifs, M. Bernard Houdin, je voudrais vous demander comment pouvez-vous répondre à cette problématique? C'est-à-dire, pourquoi cette situation? Et puis, je voulais enchaîner avec la deuxième question en vous demandant ceci. Vous connaissez bien le ministre de la Réconciliation nationale, M. Bertrand Kouadio-Konan, qui a annoncé que, je cite, hein, des commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question de l'arrivée de l'ancien président Laurent Gbagbo. Finalement, M. Bernard Houdin, le retour du président Laurent Gbagbo n'est-il plus un mythe, mais une réalité? Le retour du président Gbagbo est inscrit en filigrane dans le jugement d'acquittement de la CPI. Il est même non seulement écrit en filigrane, mais il est même acté, puisque, rappelons-nous, il y a quelques jours, le 31 mars, le président de la Chambre a demandé, et ça fait partie du verdict, ce n'est pas une question qui a été posée en dehors de l'énoncé du verdict, c'est à l'intérieur du verdict lui-même, il a mis en mission le greffe de la CPI pour assurer le retour sécurisé des deux acquittés dans le pays de leur choix. C'est évident que le pays de leur choix, il n'est pas difficile à trouver, c'est la Côte d'Ivoire, et donc la Cour pénale internationale est impliquée dans le retour du président Gbagbo de façon sécurisée en Côte d'Ivoire. Vous me parlez du ministre Kakabé, que je connais bien, puisque je l'ai même accompagné à la prison quand il a rencontré Gbagbo une ou deux fois, dans les années 2015-2016, à Shawinigan. Il a rencontré le président Gbagbo également à Bruxelles, bien avant qu'il devienne ministre. Kakabé a fait un choix personnel de s'engager comme ministre de Ouattara. C'est son choix. Je n'aurais pas fait ça, mais disons que c'est son choix. Et aujourd'hui, puisqu'il a pris cette disposition en disant « je vais faciliter les choses », il faut qu'il s'engage totalement. Et c'est plus des paroles dont on a besoin. C'est pas des paroles.
Qui s'engage totalement, c'est-à-dire? Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas de dire il faut qu'on crée des relations, des situations techniques. La situation technique, elle est très simple. Il faut que le gouvernement, et le président Ouattara en a parlé le 7 avril au Conseil des ministres, le président Gbagbo étant acquitté, il peut rentrer dans son pays. Il a même été annoncé qu'il offrait le voyage, merci, et que le président Gbagbo jouirait de tous les droits liés à un ancien président, et ça dans le cadre des lois ivoiriennes. Ça, il y a tout un protocole sur les anciens présidents, que ce soit Bédié d'ailleurs, et les premiers ministres, puisque Ouattara, sous Gbagbo, bénéficiait de cette loi qui lui a donné un pécule pendant toute la période où Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut rentrer, il faut que le président rentre parce que, au-delà de tous les problèmes qu'on a pu connaître, la seule façon de s'en sortir, c'est la réconciliation. Et vous ne faites pas de réconciliation avec vos amis. Vous faites des réconciliations avec vos ennemis, et dans ces cas-là, il faut plutôt les appeler des adversaires que des ennemis. Et au-delà de tous les problèmes qu'a pu connaître la Côte d'Ivoire, et je fais souvent le rapport avec l'Afrique du Sud, c'est réconcilier. Après une situation où les antagonismes étaient arrivés à leur paroxysme. C'est quand même un homme qui a fait 27 ans de prison, qui a imposé, entre guillemets, la réconciliation aux gens de son camp avec ceux qui l'avaient enfermé pendant 27 ans. En Côte d'Ivoire, on n'est pas arrivé à ce point-là. Donc la réconciliation devrait être plus facile. Mais il faut qu'elle s'imprègne dans les esprits et dans les actes. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression que le pouvoir actuel, à certains niveaux, fait 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Il faut qu'il fasse des pas en avant et qu'il considère que... Vous savez, le président de l'Assemblée nationale actuelle, M. Amadou Soumaoro, il a dit une fois, il y a 2-3 ans, et c'était dans les journaux ivoiriens, si Gbagbo revient, nous devrons fuir le pays avec nos familles. S'ils sont dans cet état d'esprit-là, ils auront du mal à accepter la réconciliation. Mais M. Amadou Soumaoro oublie une chose, c'est que quand Laurent Gbagbo a été élu en 2000, il a fait un forum de réconciliation nationale auquel il a fait venir tout le monde, y compris Ouattara, qui était en France et qui ne voulait pas venir, le président Bédié, et le général Gay, qui était réfugié dans son village de l'Ouest, à Biancouma. Et au terme de ce forum, il a mis un nouveau gouvernement en place, et dans ce gouvernement, il y avait M. Amadou Soumaoro, il y avait M. Amadou Gon Coulibaly, il y avait M. Patrick Hachi, il y avait M. Aoussou Jano, qui est aujourd'hui président du Sénat. Tous ces gens-là étaient dans ce gouvernement post-forum de réconciliation, et c'est ce gouvernement que M. Soro a dit attaquer en septembre 2002 parce que c'était un gouvernement de fascistes. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve ses esprits, que les gens se comprennent et que la réconciliation se fasse dans les actes. M. Gbagbo peut prendre un avion, rentrer à Abidjan, aller s'asseoir dans sa maison, rencontrer le président Ouattara, et je voulais simplement en terminer là-dessus. J'ai dit au moment de la libération de Gbagbo que le président Ouattara avait une chance historique de rester dans le cœur des Ivoiriens, ce qui est loin d'être le cas. Si, après l'avoir envoyé à La Haye dans l'avion de la Côte d'Ivoire, ces mêmes avions allaient le chercher à Bruxelles, le ramener à Abidjan, que Alassane Ouattara lui-même l'accueille à l'aéroport, l'emmène avec lui au palais avec Bédié pour faire un premier acte de réconciliation et montrer aux Ivoiriens qu'il donnait le point de départ, le lancement de la vraie réconciliation dans les actes au lieu de rester dans les paroles. Si le président Ouattara avait fait ça, je pense qu'il sortait par le haut de ses 10 années. Au lieu de faire ça, il a cherché un 3e mandat illégal et il a beaucoup de mal à accepter le retour du président. On ne sait jamais, mais ça pourra changer. Alors, justement, par rapport à ces retours autorisés par le président Alassane Ouattara, M. Bernard Leblanc, je vous posais, qu'est-ce qui motive cette décision? La raison d'État, un piège politique tendu au président Laurent Gbagbo, des pressions internationales? Alors, le piège politique tendu au président Gbagbo, si M. Ouattara laisse rentrer le président pour ensuite lui tendre un piège et vouloir l'envoyer en prison, j'augure très mal de la suite des événements en Côte d'Ivoire. Donc c'est une hypothèse d'école, comme on dit, qui ne peut pas prospérer. Le seul élément
réel, c'est que le président Gbagbo étant un citoyen ivoirien, il a été président de la Côte d'Ivoire, mais il est d'abord citoyen ivoirien. La Côte d'Ivoire a signé l'acte contre l'apatridie. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas laisser un de ses nationaux à l'étranger. En plus, la constitution ivoirienne, dans un article dont le numéro a changé par rapport à, c'était l'article 25, 21, je crois, avant maintenant, le numéro de l'article a changé, je ne voudrais pas dire de bêtises, nul Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Donc le président Gbagbo a tous les droits pour rentrer en Côte d'Ivoire, quel que soit le pouvoir. Ce n'est pas au pouvoir politique en Côte d'Ivoire à accepter ou ne pas accepter. Le pouvoir politique a préservé et le président de la République est le garant de la Constitution. Donc le président Ouattara a une obligation en tant que garant de la Constitution de la faire respecter et le retour du président Gbagbo fait partie du respect de la Constitution. Après ça, il est évident que le président Gbagbo va faire de la politique comme il l'entend, c'est-à-dire vouloir proposer des choses pour le développement du pays qui peuvent être antinomiques avec celles de M. Ouattara. En France, les gens aux élections, ils n'ont pas tous la même idée. Mélenchon se présente, Marine Le Pen se présente, ils ont le droit de se présenter tous les deux, et si l'un des deux était au pouvoir, ce n'est pas pour faire la politique de l'autre. Donc aujourd'hui, dans un pays démocratique, il faut que les idées se confrontent, mais dans des règles démocratiques. Et c'est ça que le président Gbagbo a voulu inculquer aux Ivoiriens. C'est ça que le président Gbagbo a mis en place. Et l'élection d'octobre 2010 était dans ce cadre-là exemplaire. Les gens qui ont suivi l'élection en octobre 2010 doivent savoir que la liberté d'expression était totale. Il y avait des débats à la télévision. Il y avait même quelqu'un qui passait avec tous les soirs au journal télévisé en disant ce soir, le camp Ouattara a fait 3 minutes de plus que le camp Gbagbo et demain, ça sera rééquilibré ou le contraire. Il y a eu un débat télévisé entre Gbagbo et Ouattara au deuxième tour qui n'avait jamais existé en Afrique de l'Ouest. Oui, monsieur Oudin, vous venez de dire qu'il faudrait que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est le souhait de tout le monde. Je pense que c'est le souhait aussi du... C'est une obligation, c'est plus qu'un souhait. Voilà, c'est le souhait du président, je pense, Alassane Ouattara. Justement, je voulais vous poser une question très simple et j'aimerais avoir une réaction vraiment sans langue de bois. Vous, le président Laurent Gbagbo, Légoudé, avez-vous un agenda caché? Si oui, quel est cet agenda? Le seul agenda du président, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr? Il n'a pas d'agenda caché. Vous êtes sûr? Si vous me posez la question, je vous réponds franchement. Donc, le président Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est d'abord sa volonté, c'est son droit, ce sont les textes qui gèrent la Côte d'Ivoire à travers la Constitution qui lui en donnent la possibilité, et son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je peux éventuellement avoir un parachute ventral, comme on dit dans l'armée, avec la France, pour habiter en France ou en Côte d'Ivoire, etc. Mais le président Gbagbo, il est que 100% ivoirien. Et le président Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne donne qu'un exemple. C'est de son domaine privé, mais il faut que les gens le comprennent. Sa maman est décédée, et j'étais avec lui ce jour-là à la prison quand il l'a appris. Est décédée pendant qu'il était enfermé. Et il n'a pas pu être... il avait demandé une autorisation d'aller-retour pour les obsèques, ça ne lui a pas été accordé. Je pense que un des premiers actes privés personnels qu'il fera, c'est d'aller se recueillir sur la tombe de ses parents, en particulier de sa mère. C'est un acte qu'on ne peut pas lui empêcher. Et puis après, c'est de retrouver toutes ses capacités de citoyen ivoirien engagé dans l'intérêt général. Parce que le président Gbagbo, son intérêt, c'est que les écoles fonctionnent, c'est que l'électricité fonctionne, c'est que l'eau soit dans les robinets, c'est que les gens aient du travail. C'est pas simplement de faire de l'esbrouf et de construire un méga centre commercial où ne vont que des happy few, pendant que la population n'a qu'un repas par jour. D'accord. Alors, M. Bernard Rodin, vous et vos amis du Front populaire, par exemple, ivoirien, accepteriez-vous un jour de vous trouver au cœur du pouvoir du président Alassane Ouattara, que vous ne cessez de critiquer depuis plus d'une décennie de manière féroce? Mais on ne critique pas de manière féroce.
On critique parce que ça ne va pas. On critique parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens mangent de moins en moins. La situation de l'école ivoirienne est dramatique. J'ai vu un classement l'autre jour, on est au fond de la classe. Je vous ai dit tout à l'heure sur l'indice de développement humain, qui est le véritable indice de développement d'un pays, la Côte d'Ivoire est au niveau de la Gambie. C'est inimaginable. Et le problème, ce n'est pas de dire qu'on est férocement opposé. Si le président Ouattara avait développé l'école, avait développé des activités économiques et fait en sorte que la population tire des bénéfices, on dirait que c'est du beau travail. Mais ni de près ni de loin, c'est arrivé. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire, vous parliez que mon père était entrepreneur. Et il a construit beaucoup d'infrastructures du pays et il a construit le premier barrage hydroélectrique à Yamé en 1960-61. Je me rappelle, j'étais jeune et on allait le week-end voir le chantier avec moi, accompagner mon père à Boisseau, à Yamé, pour voir ce chantier. La Côte d'Ivoire était totalement autonome en électricité. Aujourd'hui, on se dit émergent, on vend l'électricité à l'extérieur, soi-disant, et on ne peut plus en fournir à Bobo. Et à partir de demain matin, le ministre de l'Énergie a annoncé des plages pendant lesquelles les gens auraient des coupures de courant à tour de rôle. Tel quartier de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. On se croirait dans une situation de guerre. Pendant la guerre en France, il y a eu des coupures de courant, il y a eu des coupures d'eau. Mais là, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire est soi-disant un pays émergent. Elle a des infrastructures. On a soi-disant construit des grands barrages. Où est cette électricité? On a du gaz qui vient à la centrale d'Azito. Où est cette électricité? On parle de l'eau. Les gens à Bobo font la queue avec des bassines pour prendre de l'eau. C'est hallucinant. En 2021, en Côte d'Ivoire, et pendant ce temps-là, on nous parle de faire un métro à 1 milliard, à 1000 milliards CFA, en utilisant les vieilles voies qui ont été construites dans les années 20-30, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est l'infrastructure de la Citaraï qui va servir de base à la première ligne de métro ivoirienne. Et en plus, pour faire ce métro et le faire fonctionner, il faut de l'électricité. Alors, bonjour, parce que une lampe avec de l'électricité, il n'en faut pas beaucoup. Mais pour faire avancer une rame de métro avec de l'électricité, il en faut un peu plus. Alors, je ne sais pas où ils iront le chercher. D'accord. Alors, deux dernières questions avant de vous demander votre mot de la fin. Monsieur Bernard Houdin, je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs que nous recevons Monsieur Bernard Houdin, qui est le conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, qui est donc, on peut dire qu'il est toujours en exil en Occident. Il est exactement, il est en transit. Il est en transit entre la prison et son lieu de résidence normal, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, son pays d'origine. Alors, Monsieur Bernard Houdin, avant-dernière question. Pour la première fois depuis son départ en exil, Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, a rencontré le ministre burkinabé de la réconciliation nationale à Abidjan. Au cœur de ces discussions, d'après les informations d'Afrique 2050, un éventuel retour de l'ancien président du Burkina Faso est prévu, où il pourrait être jugé dans l'affaire Sankara. Alors finalement, le retour du président Laurent Gbagbo fait-il bouger les lignes dans cet espace d'Afrique de l'Ouest? Non? Les deux situations sont différentes, mais au fond, elles participent du même problème, qui est que les pays ne peuvent pas s'arrêter quelque part et bloquer leur développement économique, social, culturel, historique. La Côte d'Ivoire a connu ce que l'on sait. Le président Gbagbo, on a voulu lui faire porter une responsabilité qui n'était pas la sienne. Cette responsabilité a été abandonnée, enfin ce qu'on voulait lui faire porter a été abandonné, non seulement abandonné, mais on l'a blanchi en la quittant totalement à la CPI. Il revient en Côte d'Ivoire. Il y a une réconciliation nationale nécessaire. Au Burkina Faso, on a un président qui est parti en exil en 2014, le 30 octobre 2014.
et qui avait été au pouvoir par un coup d'État militaire avec plusieurs autres de ses collègues et qui a fait un deuxième coup en faisant disparaître un de ses collègues, le capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, Compaoré a subi cet exil, il s'est donc réfugié en Côte d'Ivoire, où vit une énorme communauté burkinabé d'ailleurs, qui n'est pas nécessairement très favorable à Compaoré, et qui aujourd'hui voudrait rentrer dans son pays parce que c'est naturel qu'arrivé à un certain âge, on veut revenir dans son lieu d'origine pour ses derniers jours. Et je pense que le président Compaoré, même s'il n'est pas très très vieux, doit commencer à penser à ça. Mais il y a en même temps ce problème du procès de Sankara. Moi, je pense que, sans vouloir me mettre dans la tête des Burkinabés, que là, on a une affaire qui se rapproche de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a eu des grands crimes commis. Là, il y a un crime d'État, il y a une volonté de jugement, et je pense que la réconciliation au Burkina doit nécessairement passer par une mise à plat de cette situation, qu'on reconnaisse la réalité de ce qui s'est passé en 1987, je crois, au décès de Sankara, et qu'ensuite, s'il y a des responsabilités reconnues, dans l'intérêt de la réconciliation entre les Burkinabés, que M. Compaoré soit amnistié si jamais il est reconnu coupable, ou soit libéré totalement si les charges ne sont pas retenues contre lui. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais il faut que les Burkinabés fassent ce moment, ce passage, pour parler du futur. Et c'est la même chose que la Côte d'Ivoire. Il faut que le président Gbagbo rentre à Abidjan, que les différentes forces politiques discutent, trouvent un modus vivendi. Et la semaine dernière, le porte-parole du président est rentré à Abidjan. Il n'a pas déclaré la guerre à Ouattara. Il a dit « Je suis revenu prendre ma place en attendant l'arrivée du président pour mettre notre ligne politique en ordre de bataille politique. » Il ne faut pas se tromper sur la sémantique. D'accord. Et donc, je pense que c'est dans cet esprit-là. Il y a eu d'autres réconciliations. Je pense que dans votre pays, à un moment ou un autre, il va falloir y passer. Oui, mais monsieur Oudin, pardonnez-moi de vous couper la parole. Honnêtement, vous parlez d'un retour, vous parlez de la réconciliation. Est-ce qu'il y a eu déjà un contact direct, un contact téléphonique entre les deux personnalités politiques? Je veux parler du président Ouattara et du président Gbagbo. Le problème du président Gbagbo, ce n'est pas de passer un coup de fil à M. Ouattara. Le président Gbagbo a demandé à rentrer dans son pays. Il a fait un premier acte, puisque la CPI n'arrivait pas à obtenir son passeport. Il est lui-même parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles et finalement, il a reçu son passeport, même 2 passeports, puisqu'en tant que président, il a automatiquement droit à un passeport diplomatique, ce qui est la règle. Mais les gens autour du président Gbagbo sont missionnés par le président Gbagbo. Feu Ahmed Bakayoko avait reçu le secrétaire général du FPI en son temps pour déjà parler du retour du président. Le nouveau Premier ministre a reçu à nouveau M. Aswadou pour parler du retour du président. Et le Premier ministre Hachi, qui a été pendant 10 ans le ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo, sait qui est Laurent Gbagbo. Il sait la valeur de l'homme politique et il ne peut pas imaginer que Gbagbo va revenir dans un autre état d'esprit que celui qu'on lui connaît, qui est de vouloir le développement harmonieux de son pays au-delà de toutes les violences. Les violences de Gbagbo, c'est des violences qu'il a subies depuis qu'il a accédé à la fonction présidentielle en octobre 2000. D'accord. Alors, M. Bernard Oudin, nous allons vous remercier vraiment très sincèrement d'avoir honoré notre invitation. Mais avant de vous libérer, je voudrais vous demander si vous pourriez adresser un mot de paix, de bonheur, de joie à vos compatriotes ivoiriens et à tous ces Africains qui vous écoutent et donner un peu de l'espoir par rapport à ce grand pays. Hein. Il faudrait que ces deux personnalités politiques se rencontrent. Donc, on vous laisse
3 à 4 minutes pour présenter votre mot de la fin sous forme d'espoir. Le Premier ministre en britannique, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a parlé de la sueur, du sang et des larmes. Je ne vais pas aller à ce niveau-là, mais je ne peux pas aller non plus au niveau de dire que je vais envoyer un message de joie et de plaisir à un pays qui est aujourd'hui dans une grande souffrance, mais il faut lui parler plutôt d'espoir. L'espoir, il doit être en chacun des Ivoiriens, en chacun des Ivoiriennes, et cet espoir doit passer nécessairement par la main tendue à la personne qui est au voisin, à la personne qui est en face. Vous savez, par mon histoire en Côte d'Ivoire, je connais beaucoup de gens. Vous parliez de Kakabé, Dachi, Patrick, d'autres. J'ai fait ma coopération en 1976. Mon ministre était Henri Colomb-Bédier, et des gens qui étaient dans la direction du centre de la caisse autonome où j'étais sont aujourd'hui des gens qui ont des hautes positions dans le gouvernement de Ouattara et pour lesquels je suis resté un ami. Parce que la politique n'empêche pas l'amitié. Et je dirais que les Ivoiriens peuvent faire cet effort et le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire pour leur insuffler le courage de cet effort parce que ça peut être difficile. Quand j'étais hier, malheureusement, nous avons perdu une grande patriote qui était une chanteuse ivoirienne qui s'appelle Maëliba. Nous sommes allés présenter notre yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, à la famille. Et en même temps, le ministre Issa Malik, qui était là, a lu un mot de condoléances du président Gbagbo, et pour lequel le président Gbagbo disait qu'il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Et le vrai problème, c'est celui-là. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent. La porte est ouverte, la capacité intrinsèque de la Côte d'Ivoire, elle est énorme. Des Ivoiriens de tous bords, de toute formation économique, sociale, politique, ça foisonne dans ce pays. Il y en a même qui ont débordé sur la notoriété internationale, mais qui sont aussi des Ivoiriens. Il y en a un en particulier dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui reste un Ivoirien. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que les uns et les autres mais pour que ça commence réellement, il faut que le président Gbagbo soit à Abidjan. Et vous verrez qu'il ne faut pas que les Ivoiriens aient peur, en particulier ceux du camp, entre guillemets, d'en face, parce qu'une partie de la solution de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, où je pense qu'ils ne se sentent pas très bien, c'est de voir arriver une personnalité qui va les mettre à l'aise, comme on dit, et qui va faire en sorte que les Ivoiriens n'aient plus peur de se parler et de regarder l'avenir ensemble. Et ça, c'est un acte politique fondamental et c'est un objectif qui vaut tous les autres objectifs. Tous les autres objectifs derrière, l'école, la santé, les routes, les ponts et tout ça, ça viendra après. Il faut que les esprits se libèrent, il faut que les esprits se réconcilient. Bien. Merci, M. Bernard Vaudin, d'avoir honoré notre invitation. À très bientôt sur Afrique 2050 et surtout bon retour en Côte d'Ivoire. Le plus tôt possible. Merci encore de votre invitation et bonne soirée. Merci.